Hello, bienvenue dans cette vidéo. On va voir comment utiliser ChatGPT pour faire ses courses et comment Carrefour, avec leur projet Hopla, a permis de booster leurs ventes. Euh, Sûrement, si vous arrivez dans cette vidéo, vous connaissez peut-être pas Hopla, donc on va voir ce qu'est Hopla. On va voir si c'est vraiment le retour et le nouvel âge d'or des chatbots qui ne marchaient pas très bien dans les années 2015-2017. On va voir aussi un exemple sur comment utiliser ChatGPT sur son e-commerce et quel est le ROI de ChatGPT en entreprise. Pourquoi c'est important de regarder cette vidéo? Si vous ne voulez pas vous faire dépasser par la concurrence et que vous êtes dans un business similaire, c'est important de se renseigner sur ce qui a été fait par les concurrents ou par des boîtes similaires dans d'autres écosystèmes. Ça va vous permettre de ne pas louper le virage IA comme les boîtes qui ont loupé le virage digital. On pense notamment à Kodak. Ça va vous permettre d'éviter et d'arrêter de perdre des clients par manque de clarté sur votre site. On va voir pourquoi et de manquer d'importants revenus avec une expérience client limitée. Et pourquoi jusqu'à présent l'expérience client limitée pourrait être grandement améliorée par leur système. Donc on va dans cette vidéo pouvoir découvrir le cas d'usage de Carrefour. On va aussi avoir un aperçu de comment on risque de consommer dans les années futures. On va voir comment vont changer nos habitudes de consommation en tant que client et ça va vous permettre de trouver des cas d'usage ou des idées pour votre entreprise. Avant ça, je me présente, je suis Alex, fondateur de Better People. On accompagne des entreprises de toute taille sur leur stratégie IA au quotidien. On a accompagné plus de, en tout, 3500 collaborateurs parmi les outils qu'on a mis en place et le travail qu'on a fait dans les sociétés, que ce soit sur de la formation ou sur de la mise en place d'outils finaux. On est sur le terrain tous les jours, donc l'objectif c'est de vous remonter ce que nous on observe sur le terrain grâce à ces vidéos. On a travaillé pour des grands groupes dont les plus connus sont GRDF et Vinted et après pour plus d'une dizaine de PME à l'heure où je fais cette vidéo. Et moi, je suis un technicien, donc je suis un développeur d'origine qui a un quotidien business aujourd'hui de par l'agence. Et donc l'idée, c'est d'avoir un peu cette vision des deux mondes. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que Hopla? Hopla, c'est un chatbot qui a été mis en ligne par Carrefour, qui se base sur ChatGPT, pour faire ses courses. Donc, à quoi ça va nous servir? Ça va permettre de trouver des produits facilement sur le site. On n'est plus en train de naviguer partout dans la partie e-commerce de Carrefour pour trouver les produits que l'on recherche. On peut dire, ben voilà, je voudrais 2 pots de Nutella et je voudrais 3 boîtes de maïs. Et on n'a pas fait 3000 clics dans toutes les catégories, on est allé directement à l'essentiel. Ça nous permet de trouver de l'inspiration. Donc quand on va faire ses courses, on peut avoir on va faire des courses pour manger. Mais du coup, il faut qu'on ait des idées de repas avant de faire ses courses. L'idée d'avoir un chatbot, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir dire, OK, ben, fais-moi un planning de repas sans gluten parce qu'on est intolérant, par exemple, pour la semaine. Il va nous donner un planning de repas et après, on peut lui demander les recettes en plus. Et à partir des recettes, on peut lui dire, fais-moi un panier de courses qui reprend tous les ingrédients pour pouvoir tenir ce panier de repas en sachant que toute la semaine, on sera 4 et le week-end, les enfants sont partis, donc on n'est plus que 2 à manger sur les plats. Et après, de commander facilement et donc de simplifier l'expérience de commande avec des interfaces qui seraient plus conversationnelles, plus que des interfaces boutons formulaires comme on a l'habitude d'en avoir. Il faut savoir que ce chatbot, il ne fait pas partie de la famille des chatbots, il fait partie de la famille des copilotes, qui sont des chatbots qui sont capables de réaliser des actions sur les LLM, donc les IA de la famille ChatGPT, et de pouvoir comprendre un besoin. On va voir comment ça fonctionne pour simplifier les interfaces. Alors, pourquoi c'est intéressant de travailler avec des copilotes et ce cas d'usage de Hopla? Parce que dans un premier temps, ça permet de simplifier les interfaces. Vous avez juste un chat et vous pouvez faire tout ce que vous voulez dedans. Donc plus tard, ça peut ouvrir des idées en termes d'opportunités. On va pouvoir se connecter dans un Messenger, dans un WhatsApp,
dans un Instagram pour directement améliorer le parcours d'achat et pas avoir à développer des interfaces très complexes et très coûteuses. Même si parfois c'est très pertinent d'avoir des interfaces. Par exemple, c'est un bon hybride d'avoir un e-commerce pour pouvoir voir les produits, les descriptions de produits de manière structurée et une partie de chat pour simplifier la discussion. Ensuite, ça peut remplacer le conseil vendeur en magasin. C'est-à-dire que souvent, quand on va voir un vendeur, on va acheter avec une problématique. Par exemple, on va lui demander un conseil sur j'aimerais un ordinateur pour faire du montage vidéo. Ça va être notre problématique. Et ensuite, on va nous recommander des articles. Alors que quand on est sur un e-commerce, on peut être un peu perdu et un peu déboussolé parce que justement, on n'a pas cette expérience de conseil de vendeur en magasin. Ensuite, ça va te permettre de faire des ventes supplémentaires beaucoup plus facilement. On peut tester en one-to-one, donc directement avec des clients, sans avoir besoin de refaire tout le site, des packs, des promotions, comprendre ces problématiques et adapter les promotions et même les noms et le wording des promotions. Donc, par exemple, on voit que la personne est intolérante au gluten ou demande des produits sans gluten. On peut faire une promotion, spéciale promotion pour la prochaine demi-heure. Si vous validez votre panier, la semaine du gluten, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire grâce à cette partie chat et cette individualisation et extrême personnalisation de la relation. On va pouvoir créer une relation client plus forte parce que personne n'aime les formulaires. Là, le fait d'avoir une conversation, ça va permettre de remplir au fur et à mesure des informations sur le client et donc de pouvoir créer cette relation et collecter de l'information sur lui aussi pour lui pousser les bons produits à terme et après d'avoir une expérience d'achat plus interactive parce qu'on va pouvoir compléter son panier, faire des allers-retours avec son panier sans avoir à transiter au milieu de dizaines de pages, de pouvoir avoir des informations sur la livraison, de pouvoir mieux comprendre ce qu'on achète et comment on l'achète, pouvoir demander des explications et grâce à cette conversation qui va être beaucoup plus riche, de pouvoir enrichir beaucoup plus profondément votre CRM et de pouvoir avoir de la donnée beaucoup plus fine et segmentée sur vos clients. Donc, ça c'est bien beau, mais comment ça marche et qu'est-ce qui est différent par rapport à un chatbot classique et pourquoi il rentre dans la famille des copilotes? D'abord, on commence par ChatGPT avec un prompt initial, donc une instruction qu'on donne à ChatGPT pour définir la personnalité du bot et comment il va réagir. Ensuite, il va avoir une discussion avec le visiteur qui va avoir 3 étapes. Il va pouvoir faire des recherches, donc chercher dans un moteur de recherche, par exemple, les produits qu'il faut proposer et les réafficher au client pendant la conversation. Il va pouvoir prendre des actions comme ajouter certains aliments au panier, ajouter des codes promo. Et il va pouvoir avoir des réflexions, comme quand on lui demande de nous sortir 5 recettes pour la semaine pour une famille avec 2 enfants. Et dans un certain budget, comprendre des contraintes, essayer de construire de la valeur dessus et créer un travail de conseil et d'apport de valeur, etc. Et ensuite, on va avoir un process d'achat. Et après, souvent, ce qu'on va avoir, c'est une validation avec une UI dédiée pour l'achat, donc avec un récapitulatif de toutes les commandes, où là, on va souvent quitter l'interface chat pour avoir quelque chose de plus optimal et de beaucoup plus rapide à scanner pour les humains. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la plupart du temps, 90% des besoins utilisateurs vont être comblés par le chatbot et on va avoir 10% qui va rester sur l'humain. Quand on ouvre un chat comme ça sur son site, c'est important de pouvoir garder une partie humaine et cette partie humaine, ça peut rajouter de la charge parce que jusqu'à présent, vous n'aviez pas de chat, donc personne a pour gérer ces étapes-là. Et puis après, il y a toujours une relation entre la discussion qui est avec le bot où on est obligé pour gérer certains cas spécifiques que le bot redirige vers un humain. Comment ça fonctionne d'un point de vue un peu technique, ce bot-là? C'est ce qu'on appelle dans les LLM et dans ChatGPT le React Framework. Donc on va avoir une question ou une dynamique de conversation qui va être engagée avec le bot.
Donc souvent, c'est question-réponse, question-réponse. C'est tout le temps comme ça une conversation. Et après, la personne qui a fait la réponse peut reposer une question et attendre une réponse de l'autre personne. Donc, on va avoir ce script qui va être un enchaînement de questions-réponses et qui va être redécoupé. Ça veut dire qu'on va avoir une question. Le chatbot va émettre une pensée. Donc, par exemple, on va lui dire fais-moi un repas sans gluten pour 8 à moins de 24 euros. Donc, la pensée, ça va être ok, j'ai besoin de trouver une recette de cuisine. Donc, je vais chercher une recette de cuisine sans gluten. Là, on va dire qu'il n'y a pas d'action parce que il faut juste sortir la recette. L'observation, ça va être de sortir la recette et de se demander si il faut repasser sur une pensée ou est-ce qu'on peut faire la réponse finale. Là, on n'a pas atteint tous les objectifs qui étaient donnés dans la question, donc on va repasser sur une pensée. Et la pensée, ça va être, ok, ben, comment on peut faire du riz poulet curry coco, par exemple, qui est une recette sans gluten. Et là, on va lui dire comment on fait cette recette et remplir le panier. Et donc là, on va remplir dans l'action. Donc on va avoir la recette qui a déjà été faite et l'action, ça va être récupérer les bons ingrédients, faire les bonnes recherches de référence et les ajouter au panier au fur et à mesure grâce à des outils qu'on connecte au LLM ou à des connexions qui se font par API. Une fois que ça c'est fait, on va avoir un panier qui a été validé, donc qui va nous dire qu'on a fait notre panier. On va avoir une observation. Est-ce qu'on a répondu à toutes aux critères de réponse de la question? Est-ce que on est prêt à faire notre réponse finale? Oui. Et bien à ce moment-là, on va faire notre réponse finale et l'envoyer au client. Et donc, on va boucler comme ça et avoir un script qui va suivre cet enchaînement de conversations. Quand on veut faire ça, vu qu'on a vu les grandes lignes, on a vu à quoi ça servait et comment on déroule ça sur notre implémentation, à quoi il faut faire attention. Le premier truc qui est hyper important, c'est que vous allez travailler avec du texte et des algorithmes qui sont bayésiens, donc probabilistes. Il faut faire attention aux prompts injections. Les injections de prompts, c'est quand des personnes mal intentionnées essayent de rentrer des instructions dans votre discussion pour essayer de casser la logique du modèle. Donc sur ça, on peut s'aider de deux types de techniques. Soit on remet du prompting pour sécuriser notre chatbot et notre conversation, soit on va faire appel à des algorithmes d'intelligence artificielle NLP, NLU, donc Natural Language Processing et Natural Language Understanding, processisation du langage ou compréhension du langage, pour vérifier que l'utilisateur ne dérive pas de la question et pouvoir soit ban l'utilisateur si on voit que c'est un usage répété, soit recentrer la conversation sur l'objectif initial du bot. Ensuite, c'est intéressant de regarder les usages. Quels sont les usages qui sont vraiment faits du bot? Quelles sont les requêtes? Quelles sont les discussions suivies par les clients? Ça peut nous donner de nouvelles idées sur des questions-réponses ou des thèmes à aborder dans le flow de discussion. Ça va nous donner aussi une estimation sur les coûts, combien ça va nous coûter. Quand on est en 3.5, souvent, c'est pas très cher par conversation, mais à grande échelle, ça peut devenir un coût important. Et après, de travailler des opportunités parce que grâce à cette approche conversationnelle, on va se rendre compte d'une relation différente des clients avec la marque et donc de pouvoir développer soit des promos, soit des conversations particulières, soit des événements pour nos clients. Ensuite, ce qui va être important, ça va être de monitorer la qualité de réponse, de vérifier le tone of voice, donc de vérifier le ton qu'utilise le chatbot, vérifier qu'il n'est pas insultant, vérifier qu'il a toujours une personnalité qui correspond à ce qu'on veut faire de l'image de la marque. Et après, d'adapter ces scripts. Donc les scripts, c'est le scénario dans lequel on veut mettre notre client ou notre prospect sur est-ce qu'on veut que le bot essaye de faire des ventes additionnelles, essaye de mettre des promos quand il peut, essaye de qualifier un peu plus le client pour mieux comprendre ses problématiques et lui pousser les bons produits, etc., etc. Et puis après, on va avoir une partie importante sur le RGPD. Donc on peut utiliser l'API d'OpenAI, qui est censé être RGPD compliant. Et quand on utilise l'API, les données sont systématiquement supprimées par OpenAI. Mais si jamais vous avez besoin de serveurs français pour des cas d'usage spécifiques ou pour rassurer vos départements compliance, il y a possibilité de sortir
ce genre de solution sur les serveurs Azure. On va bientôt avoir les différents clouds qui vont sortir leur modèle propriétaire, que ce soit sur Google avec du Gemini et AWS bientôt. Et après, on peut décider de passer sur de l'open source avec des modèles comme Mistral ou Llama, qui sont des modèles open source sur lesquels vous pouvez les héberger sur n'importe quel cloud ou en local sur vos machines si vous les gérez directement. Un sujet qui est vraiment hyper important quand vous allez mettre en place ce genre de solution, c'est d'avoir une feedback loop importante et donc d'avoir une boucle de feedback, une boucle de retour client pour monitorer l'usage au plus près. Donc il faut penser vos interfaces, penser votre chat pour avoir le plus de retours clients et rapidement avoir des retours clients si jamais vous avez une dérive de votre modèle. Donc vous avez le retour client qui peut se faire par un bouton, par un commentaire, par une animation. Vous voyez comment vous l'intégrez dans votre design pour avoir des retours clients pertinents. Après, il faut une analyse d'un expert métier pour vérifier et qualifier si le retour était légitime et améliorer ensuite le modèle. Et après, on va adaptation de l'outil, donc adaptation du modèle, adaptation des prompts et retourner comme ça pour faire une boucle qui va améliorer en continu votre produit. Contrairement à tous les développements produits qu'on avait jusqu'à présent, là on est quand même sur quelque chose de très probabiliste et donc il faut absolument voir comment on va voir les retours utilisateurs et les surveiller de très près. Et ça vient aussi avec une industrialisation progressive. Si vous déployez sur tous vos clients d'un coup, vous allez vous cramer les ailes et donc c'est vraiment important de déployer au fur et à mesure. Alors, dernière question qui peut être intéressante si jamais vous avez envie de faire la même chose chez vous. Il y a deux options. L'option facile, c'est de prendre rendez-vous avec nous chez Better People et on va vous accompagner à la fois sur du conseil, à la fois sur de l'implémentation, à la fois sur du suivi et de la formation de vos équipes techniques si vous voulez qu'on les fasse en interne ou l'implémentation de A à Z si vous voulez qu'on le fasse en tant que prestataire. Ou sinon, vous allez pouvoir monter une équipe. Donc pour ça, il va vous falloir des devs web surtout. Très peu de dev IA au final, parce que c'est surtout des problématiques très web plus que IA. Un expert ou de la prestation sur de l'expertise IA générative. Après, il vous faut un product manager ou des experts métiers pour vraiment comprendre ces dynamiques, parce que c'est beaucoup plus un travail métier et de compréhension qu'un travail technologique. Et après, un DevOps, donc pour déployer ces solutions et les mettre en production, il va falloir des personnes en charge de ça. Après, je vous conseille grandement de regarder tout ce qui se fait en open source, d'essayer de comprendre comment ça se structure, quelles sont les technologies qui sont utilisées, quelles sont leurs approches. Ça peut vous permettre de gagner beaucoup de temps. Vous pouvez regarder des exemples de vos concurrents. Vous pouvez aller voir sur Hopla un peu comment ça fonctionne. Essayer de tester les limites des implémentations pour faire de la rétro-ingénierie et mieux comprendre comment ça a été implémenté. Et après, c'est vraiment important de se lancer et de tester. C'est des technologies qui sont récentes, c'est des technologies qui sont probabilistes et les usages changent d'une entreprise à l'autre. Et donc, c'est important de pouvoir se lancer, de tester petit à petit et de voir les vrais retours terrain pour améliorer votre implémentation. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, on est disponible, betterpeople.studio ou vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Bonne journée, salut!